Bonjour à tous, une vidéo pour parler des mouvements des objets. Alors commençons par découvrir la relativité des mouvements. Alors pour comprendre ce que c'est que la relativité des mouvements, on s'intéresse à quatre personnages, A, B, C et D, et on va étudier leurs mouvements par rapport à une plaque noire qui est au sol et par rapport à une marche noire de l'escalier roulant. Alors, si on s'intéresse au mouvement de ces personnages par rapport au sol, on doit s'intéresser à la distance qu'il y a entre les personnages et cette plaque noire. Alors, l'escalier descend, donc on voit que les distances entre les personnages D, B et C et cette plaque diminuent, donc on peut dire que les personnages D, B et C sont en mouvement par rapport à la plaque. Par contre, la distance entre le personnage A et la plaque ne varie pas, donc on peut dire que A est immobile. A est immobile par rapport à la plaque, par contre B, C et D sont en mouvement. On s'intéresse maintenant au mouvement de ces personnages par rapport à la marche noire. On remarque que la distance entre la marche et D ne varie pas, donc D est immobile. B et C s'éloignent, donc B et C sont en mouvement. Et on remarque que la distance entre la marche noire et A diminue, donc on peut dire aussi que A est en mouvement par rapport à la marche noire. Donc A semble en mouvement par rapport à la marche noire, par contre il est immobile par rapport à la plaque. Comme D est immobile par rapport à la marche noire, mais en mouvement par rapport à la plaque. Donc on découvre qu'un personnage peut être immobile par rapport à quelque chose et en mouvement par rapport à autre chose. On dit tout simplement que les mouvements sont relatifs à l'observateur. Donc quand on fait de la mécanique, la première chose que l'on fait, c'est choisir l'observateur par rapport auquel on va étudier le mouvement des objets. Et l'observateur, on appelle ça le référentiel. Alors parlons maintenant de trajectoire. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? C'est très facile à comprendre. Vous voyez ici que le joueur tape dans le ballon, donc le ballon se déplace au cours du temps, il a différentes positions dans l'espace au cours du temps, et si je relie toutes ces positions dans l'espace, eh bien j'obtiens une courbe imaginaire qu'on appelle une trajectoire. La trajectoire, c'est le chemin suivi par l'objet au cours du temps. Donc vous voyez ici les fumées blanches produites par les avions matérialisent la trajectoire des avions. Alors il existe deux types de trajectoires intéressantes. Si la trajectoire d'un objet dessine une droite, eh bien dans ce cas-là on dit que l'objet a un mouvement rectiligne. Si la trajectoire d'un objet dessine un cercle dans l'espace, eh bien on dit que l'objet a une trajectoire circulaire, tout simplement. Alors par exemple ici si on prend encore ceci, je prends un point de la grande roue, et bien je vois qu'un point de la grande roue dessine ici un cercle, donc le mouvement de la grande roue on dit qu'il est circulaire. Et si je prends l'un des personnages, le personnage monte le long de la tour, le chemin suivi par le personnage dessine une droite, donc le personnage a un mouvement rectiligne. Et puis si la courbe est quelconque, si la courbe dessinée, si le mouvement dessiné dans l'espace est quelconque, on dit que l'objet a un mouvement curviligne. Voilà. Il existe trois types de mouvements en fonction des trajectoires, mouvement rectiligne, mouvement circulaire et mouvement curviligne. Alors on s'intéresse maintenant à la vitesse des objets. La notion de vitesse, vous l'avez déjà étudiée à de nombreuses reprises en mathématiques. Vous savez que pour calculer la vitesse d'un objet, il suffit de diviser sa distance, la distance parcourue, par le temps mis pour parcourir cette distance. Donc vous avez la formule que vous avez déjà utilisée à de nombreuses reprises, que j'ai réécrit ici, V égale D sur T. Alors on ne va pas trop s'attarder dessus, hein. Vous savez que V ça remplace le mot vitesse, D ça remplace le mot distance, T ça remplace le mot temps, et que en fonction des unités de distance et de temps, la vitesse peut être exprimée en km par heure ou en mètres par seconde. Cette année, on va s'intéresser aux trois façons différentes d'écrire cette formule qui apparaissent ici, V égale D sur T, D égale V fois T, T égale D sur V. Et bien sûr, on fera quelques exercices avec ces trois expressions de la formule, comme on a fait avec la masse volumique, ρ égale m sur v, comme on a fait avec le poids P égale mg, comme on a fait encore avec d'autres formules. Il faut apprendre à utiliser cette formule.
Alors, parlons un peu maintenant de chronophotographie. Qu'est-ce que c'est qu'une chronophotographie? C'est pas compliqué, hein, ça consiste à photographier le mouvement d'un objet sur une même photo à intervalles de temps réguliers. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, chronophotographie d'une gymnaste en train de faire la roue. Donc, vous voyez, ça permet de repérer le mouvement de la gymnaste au cours du temps et ainsi de vérifier si ces mouvements sont corrects ou pas. Ici, vous avez le golfeur qui est en train de taper dans la balle. C'est aussi une chronophotographie. Ici, un personnage qui fait un saut en hauteur. Et donc, c'est intéressant pour étudier bien sûr les variations du mouvement au cours du temps. Alors ici, on prend l'exemple d'un cycliste photographié toutes les secondes. Donc dans ce mouvement du haut ici, on voit que la distance parcourue toutes les secondes ne varie pas. On dit donc que le cycliste a un mouvement uniforme. On dit ça quand la vitesse ne varie pas. Au milieu ici, on photographie le cycliste toutes les secondes et on voit que la distance parcourue augmente. Sa vitesse augmente, il a donc un mouvement accéléré. Et enfin en bas, on voit que la distance parcourue toutes les secondes diminue. On dit que le cycliste a un mouvement ralenti. Voilà, donc en fonction des variations de la vitesse, on peut dire que le mouvement est accéléré, ralenti ou uniforme. Et si on trace la vitesse en fonction du temps pour un mouvement accéléré, on obtient la courbe qui est à gauche. Pour un mouvement uniforme, vitesse qui ne varie pas, on obtient une droite. Et puis pour un mouvement ralenti, eh bien on voit que la vitesse au cours du temps diminue. Voilà. Donc on peut avoir, selon les variations de la vitesse, un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti. Quelques ordres de grandeur de la vitesse. Donc Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, est capable d'atteindre la vitesse de 44,7 km par heure. Alors bien sûr, il maintient cette vitesse que quelques secondes. Et enfin, le guépard, c'est 110 km par heure quand il est en chasse. Alors bien sûr, là aussi, il ne maintient cette vitesse que quelques secondes. Donc quelques ordres de grandeur de la vitesse, voilà. Et la vitesse la plus rapide de l'univers, c'est 300 000 km par seconde, c'est la lumière. Ici, on parle de mur du son, 1324 km par heure. Alors à quoi ça correspond le mur du son? Eh bien, un avion qui se déplace, bien sûr, vous savez qu'il va très très vite. Donc là, un avion qui se déplace à 400 km/h émet un son. Donc les cercles que vous voyez là matérialisent le son produit par l'avion. Et si l'avion va de plus en plus vite, à 1000 km/h, il commence ici à se déplacer presque aussi vite que le son qu'il produit. Donc il se forme ici comme un mur sonore. Et puis si l'avion dépasse la vitesse des 1324 km par heure, eh bien il crève ce mur sonore, on entend un bang, et donc l'avion va se déplacer plus vite que le son qu'il produit. Et alors quand l'avion dépasse le mur du son, vous avez un cône nuageux qui se forme autour de l'avion. Ça matérialise quelque part, si vous voulez, le mur du son. Voilà. Bien, donc dans la vidéo suivante, nous allons parler de la flèche vitesse.